Quand on était au lycée, on vendait des vêtements, on gagnait pas énormément d'argent, mais on avait eu des petits partenariats. Et on crée une boîte qui s'appelle Le Mentorat. On a eu un peu plus de 1500 entrepreneurs accompagnés. Par rapport à ça, toi, comment vous avez géré avec ton frangin? Sachant qu'aujourd'hui, on a 4 boîtes, 4 structures, et on est en train de se séparer d'un associé aussi sur une autre structure. Quand on a monté la boîte, on nous a dit ça marchera jamais. J'en veux pas à ceux qui quittent la France. J'ai l'impression qu'ils quittent la France parce qu'ils en ont marre du système. Mathis Poupeau, ce jeune entrepreneur lyonnais, a fondé une agence, un média sur Instagram, un logiciel et il a développé tout un tas de business. Mais il s'est rendu compte que ce qui le passionnait vraiment, c'était le fait d'aider les gens, de développer des projets, de faire face à des problèmes et de transformer une simple idée en une véritable activité qui fonctionne. Et c'est dans cette optique qu'il a cofondé Le Mentorat pour permettre à des entrepreneurs qui ont des fortes compétences de développer un projet à fort impact qui leur ressemble et qui les inspire. Bienvenue dans ce nouveau podcast, pas comme les autres. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de Cash, épisode 4, dans lequel, nouveau concept, on parle argent, on parle business, on parle liberté financière, on parle investissement, avec des invités de renom, des invités qui me font l'immense privilège d'être avec moi, un invité par mois. On reçoit 3 questions que l'équipe m'envoie, qui sont ici, que j'ai reçues, qui sont sur mon téléphone, que je n'ai pas encore regardées, et 3 thématiques qu'on va aborder ensemble avec mon invité. Si tu n'as pas vu les 3 précédents épisodes, je t'invite à cliquer juste ici et tu regarderas ce qui a déjà été fait. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège de recevoir mon invité du jour, Mathis Poupeau. Salut Mathis, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Ouais, super, merci. Ouais, merci de m'avoir invité, c'est cool. Merci à toi Mathis, ça fait un petit moment qu'on était en contact, qu'on est en contact sur Insta. On a participé à un séminaire ensemble il n'y a pas très longtemps. Et puis toujours ce qu'on dit souvent de networker dans nos activités qu'on peut avoir et c'est toujours important. Et bon, aujourd'hui, donc on est là tous les deux. Mathis, avant qu'on aborde un peu les questions, les thématiques un peu du jour, pour la communauté qui te suivrait pas ou qui te connaîtrait pas, est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, en quelques chiffres? Bien sûr, je vais me présenter. Je travaille avec mon frère jumeau aujourd'hui, donc j'ai un frère jumeau qui n'est pas là aujourd'hui et depuis tout petit on a lancé des petits projets à droite à gauche, des projets entrepreneuriaux. Enfin c'est bien dans le storytelling, tu vois, donc j'aime bien le dire. Quand on était au lycée, on vendait des vêtements, on achetait des vêtements en Chine, mes parents ils recevaient des cartons de vêtements, on les revendait, enfin on faisait 2-3 petits trucs et moi j'avais toujours voulu être footballeur pro à l'époque. Sauf que j'avais pas le niveau, honnêtement j'étais nul quoi, j'avais juste pas le niveau et donc j'avais trouvé un moyen de monétiser cette passion. J'avais développé un compte Instagram, c'était un peu le début des influenceurs, etc. Là, je te parle de 2017. Donc, j'avais développé ce compte Instagram autour du foot. En gros, on allait au stade de foot dans mon petit village de campagne où je vivais. On faisait plein de tirs avec mon frère. Et du coup, on gardait les meilleurs et on les postait sur Insta. Et on avait réussi à avoir une petite communauté, peut-être 10-15 000 abonnés. On gagnait pas énormément d'argent, mais on avait eu des petits partenariats, des chaussures, des trucs comme ça. Et c'était trop bien, tu vois, à l'époque, je devais avoir, j'étais au lycée et je développe ce truc-là. Et ça nous a donné l'envie d'entreprendre. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je me reconnaissais pas dans la voie classique. Donc, j'avais l'impression que j'étais à l'école, mais sans trop comprendre pourquoi. On me disait qu'il fallait passer le bac. Bon, il fallait que je passe le bac, mais je comprenais pas. Tu sais, il y avait pas de sens et on me donnait pas de sens. Mon frère, lui, voulait être entrepreneur depuis tout jeune. Moi, j'en savais rien. Je voulais être footballeur, je pense un peu pour la fame et tout. Et j'arrive en BTS, je passe mon bac, j'ai mon bac. On développe plus trop ce truc de foot. On développe plein de pages Insta à droite à gauche, mais j'arrive en BTS. Et en fait, on a une grosse chance, c'est que je rencontre un pote à moi qui était un peu dans le business et c'est le Covid aussi. Et j'ai des compétences sur Insta, j'ai rien à faire, j'ai envie de me développer et donc je commence à faire du community management, c'est-à-dire que je gère des comptes Instagram pour de tout. Il y a des marques, des restaurateurs, des entrepreneurs en ligne, etc. Ça se passe plutôt bien et je suis un gros bosseur, donc je bosse, je fais plein de trucs. Mon frère me rejoint, je te le fais assez rapide, mais on développe l'agence, on a pas mal de clients, il y a des gens qui viennent un peu travailler avec nous et en parallèle, et c'est là qu'on s'est connus, je pense, je développe du coup plein de pages Instagram à droite à gauche. J'ai plein de pages sur plein de thématiques, mais des trucs qui n'ont rien à voir, des pages d'astrologie, des pages de motivation à l'époque, d'entrepreneuriat, etc. Et toutes ces pages, je vends des trucs, je fais de l'affiliation, etc. Et de fil en aiguille, l'agence se développe bien. Et autour de nous, on nous demande comment est-ce que vous avez développé la boîte.
en dehors de simplement l'aspect communication, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont perdus, et en fait, c'est pas juste un souci de com, et ils n'ont pas l'argent de payer un community manager. Donc, on décide d'en aider 2-3, ça se passe bien, et on crée une boîte qui s'appelle Le Mentorat, donc avec laquelle on est des mentors pour ces entrepreneurs. On a envie d'aider des indépendants, des entrepreneurs à se développer. Donc, ça, on l'a créé en 2021. Tout évolue, et aujourd'hui, c'est la plus grosse boîte, on va dire. On a d'autres projets et d'autres boîtes à côté. On est une vingtaine dedans. On a eu un peu plus de 1500 entrepreneurs accompagnés, et des entrepreneurs qu'on a formés sur des conférences ou peu importe, même des trucs en ligne, etc. Il y en a eu au moins 40 000, je pense. Génial. Et alors, donc, c'est une agence basée à Lyon, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est basé à Lyon. On a des clients dans toute la France. Tu as des clients dans toute la France. Tu peux rappeler juste ton âge, Mathis? Là, j'ai 23 ans. Là. 23 ans, donc c'est bien, c'est top. Hein, bravo pour tout ça. Est-ce que, je ne sais pas si tu peux donner, mais peut-être quelques noms de gens qui sont un peu connus dans le business en ligne, que vous avez pu accompagner. Alors, ça peut être intéressant pour la communauté. Il y a deux axes. Il y a l'axe agence, du coup, avec laquelle on gère les réseaux sociaux de nos clients, etc. Réseaux sociaux et publicité, donc c'est pour des clients un peu plus avancés. Et il y a l'axe aussi centre de formation, c'est-à-dire que là, on les forme. Donc ceux qu'on forme, il y a des personnes qui ont bien percé et qui font du chiffre maintenant, mais peut-être qui sont un peu moins connus. On en a eu pas mal dans tout ce qui est investissement. Il y a Tania et Benoît de Yonos Family. Bien sûr, on a Florent Ginésus qu'on a pu aider. Et du coup, il y en a plein d'autres, mais c'est plutôt des clients qui débutent, donc c'est moins des gens qu'on va voir en ligne. Et on a tout secteur d'activité. Donc c'est moins des gens qui vont pas être visibles. D'accord. Mais par contre, à l'époque, du coup, quand j'étais community manager, donc je travaillais avec une plus grosse agence et j'avais eu pas mal de comptes que j'avais gérés. Il y avait eu celui d'Alec Henry et pas mal de gars même dans l'IMO, j'en ai eu beaucoup. On avait eu Baptiste Joly, si je me trompe pas, Manuel Ravier et j'avais géré plein de comptes comme ça. Donc ça m'avait un peu lancé. Je les gérais indirectement, c'est-à-dire que j'étais prestataire d'une agence avec qui je travaillais, mais j'avais travaillé avec toutes ces personnes-là et dès le début, en fait, ça m'avait permis aussi d'avoir un peu de confiance et plein d'autres sûrement que j'ai pas en tête. Il y avait Pierre Elliott, Ecom French Touch, en gros, tous ceux qui avaient des grosses chaînes YouTube et autres à l'époque. Donc j'ai géré à un moment ou un autre leur compte et puis voilà. Non, c'est bien, c'est top. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. J'ai les questions. Voilà, donc on va rentrer. Première question, premier sujet pour nous, Mathis. Alors effectivement, oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu es associé avec ton frère. J'ai également, moi, dans mon business en tout cas, de la maintenance, 3 associés. Donc c'est un peu lié en fait, c'est comment séparer la relation professionnelle de la relation personnelle sans que l'une n'empiète sur l'autre. Voilà, donc ces premières questions, ces fameuses questions sur finalement l'association. Par rapport à ça, toi, comment vous avez géré avec ton frangin? C'est un truc intéressant, tu vois, parce que j'ai le double point de vue où j'étais associé avec mon frère, avec qui je suis toujours associé aujourd'hui, qui est mon frère jumeau en plus. Donc un lien particulier. Oui, donc un lien particulier et avec un ancien pote, mais du coup qui est plus associé. Sachant qu'aujourd'hui, on a 4 boîtes, 4 structures, et on est en train de se séparer d'un associé aussi sur une autre structure. Donc, je peux parler de ces sujets-là. Je pense avec mon frère, c'est un peu différent parce qu'on a toujours été en cours ensemble, on a toujours lancé tous nos projets ensemble, et on a aussi des profils qui sont assez complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis là à vouloir pousser... en fait... Moi, je m'en fous un peu de l'argent qui nous reste et de ce qu'on peut faire, même si c'est important. Je favorise plutôt la croissance et la vitesse, tu vois. Et mon frère, lui, il essaye de tout structurer, il veut investir en IMO, etc. Donc, on a quand même quelque chose d'assez complémentaire et du coup, ça équilibre bien. Et je pense qu'il y a aussi un truc où il faut se dire les choses et un souci d'ego. Et est-ce que tout le monde est prêt à aller au même endroit et est prêt à fournir les mêmes efforts? En fait, ce qui s'est passé avec le deuxième associé, donc Thibaut, on s'est séparés il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, c'est juste qu'on n'était plus du tout alignés sur là où on voulait aller. Donc, il mettait moins d'efforts. Ça crée un petit peu du déséquilibre. T'en as l'impression que t'en as d'autres qui bossent plus que d'autres. C'est ça. Et tu te dis, putain, mais... c'est moi qui fais le taf. C'est ça. Moi, je fais le taf. Mais lui, dans sa tête, c'est pas qu'il faisait pas le taf, mais c'est juste qu'il voulait autre chose. Et juste, ça a cassé. Donc, c'est à quel point t'as envie d'aller au même endroit et à quel point c'est important pour toi et à quel point t'es prêt à faire ce qu'il faut pour y aller. Sinon, ça va être très compliqué. Et est-ce que t'as cette vision commune? Et je pense qu'un truc qu'on n'avait pas fait avec Thibaut à l'époque, c'est juste de parler. Et c'est pas facile parce que quand tu es associé avec quelqu'un et qu'il y a quand même une relation à côté de l'association, tu sais, c'est plus difficile de se dire les choses, d'oser. Et en fait, ça a duré des mois et on aurait dû en parler avant, quoi. Non, mais c'est sûr, mais c'est pas forcément évident, hein, l'association. Alors après. Moi, je te prends mon cas. Nous, ça a été une réussite. Mais, encore une fois,
Mes associés, on bosse ensemble depuis près de 20 ans. Ok, ouais. D'accord ? Et vous avez la boîte depuis près de 20 ans? Non, on a la boîte depuis 2016. Ok. D'accord ? Depuis 9 ans. Mais on se connaît depuis 20 ans. Forcément, ça crée des liens. Forcément, on sait les compétences des uns et des autres. Tu vois, et nous, on a monté un peu nos structures, un peu comme des cabinets d'avocats, tu vois. Chacun spécialisé dans un domaine. Et on est complémentaires. Ce que tu disais avec ton frère, voilà, nous, c'est pareil. On est complémentaires. Et c'est ce qui permet justement d'avancer. Voilà, d'avancer. On a tous à peu près le même âge. C'est aussi, même si j'ai un associé qui est un peu plus ancien, mais je veux dire, les trois autres, on est en la quarantaine. Ouais. Et puis, tu parlais aussi, oui, la vision, d'avoir une vision commune, savoir où tu veux aller, les efforts que tu dois faire pour y arriver. C'est important. Les associations, en fait, c'est vrai qu'on dit toujours, nous, on a été, tu vois, quand on a monté la boîte, on nous a dit, ça marchera jamais. Ça marchera pas, vous êtes trop nombreux, y a 4 personnes qui décident, c'est pas possible. Ouais. Mais en fait, on est la preuve, après 9 ans, que ça fonctionne, tu vois. Je pense que plus tu as d'associés, parce qu'on a une autre boîte, du coup on a un logiciel à côté où on est 4 associés, plus tu as d'associés, plus c'est une force parce que ça permet d'avoir des points de vue complémentaires, mais plus il y a de l'humain à gérer et plus ça devient aussi compliqué. Il faut justement être bien aligné et réussir à bien parler, même quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, une association, c'est comme un mariage. Enfin, il y a des moments qui peuvent être un peu plus bas, mais il faut réussir à parler et juste à avancer. Non, c'est sûr. On est là-dessus, je suis d'accord. Et comme tu dis, c'est un mariage. On n'a pas le but, forcément, c'est comme dans les affaires, c'est pas d'avoir toujours raison. Ouais. On n'a pas toujours raison. Le but, c'est de pouvoir tirer les meilleurs des uns et des autres. Et puis, tu vois, avoir une ligne directrice qui soit commune. À partir du moment, en fait, il faut toujours que, quand tu commences à avoir un associé qui commence à faire moins le taf que les autres, c'est là où ça devient problématique. Quand tu as un associé que tu connais pas depuis longtemps, c'est aussi problématique. Tu vois, à un moment, je voyais beaucoup sur Insta ou dans les réseaux, c'est la mode de s'associer avec plein de gens. Mais si tu connais pas vraiment les personnes, si tu n'as jamais travaillé avec elles, tu vois, c'est compliqué de faire de l'association. Ouais, bien sûr, ça va être compliqué d'être associé. C'est quand même, je veux dire, on parle de boîte, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça peut être simple au début, mais plus ça va commencer à avancer, plus ça va créer de la complexité. Et pour moi, s'associer, si tu as la possibilité de ne pas t'associer, ça peut être d'autant mieux parce que tu es seul maître à bord. Et je vois plein de gens, comme tu le dis, tu vois, sur Insta ou autre, des fois ils cherchent à s'associer, mais parce qu'ils ont peur d'un truc, du coup ils se disent putain, mais moi je sais pas vendre, donc je vais aller chercher un profil vendeur. Et en fait, c'est pas s'associer, c'est se débarrasser d'un truc qui est suffisamment important pour développer ta boîte. Donc en fait, ça se développera jamais. Donc je pense qu'il y a toujours cette complémentarité à aller chercher et ne pas s'associer par peur ou dans l'idée de fuir un truc, sinon en fait ça se développera pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas scaler ton business, plus tu vas grossir. À un moment donné, enfin tu vois, moi, si on n'avait pas été 4 dans la boîte, on ferait pas 13 millions aujourd'hui. Bien sûr. On ferait pas 13 millions aujourd'hui. Donc c'est le fait qu'on soit complémentaires, qu'on soit un peu plus nombreux, ça permet. Moi, je veux dire, tu sais, je discutais un jour avec un entrepreneur que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui fait quelques milliards de chiffre d'affaires. Je ne citerai pas forcément son nom ici, mais on lui a posé la question de se dire, il est aussi associé, il a cofondé un groupe. Et c'est quoi dans tout ton parcours entrepreneurial qui a été ce qui a pu pour toi te permettre d'en être là? Et il a dit clairement, c'était mes associés. Parce que, tu peux pas faire tout ça si t'es pas associé. 2, quand tu as des hauts et des bas, surtout quand tu as des bas, en fait, tu as des associés qui sont là et puis qui peuvent, tu vois, remonter les manches, qui peuvent te remotiver, qui peuvent... C'est aussi à ça que ça tout sert. Ne tient pas que sur toi. Donc je pense que c'est réconfortant d'un côté, même s'il faut pas s'associer uniquement pour ça, tu vois. Mais je pense que c'est réconfortant parce que tout ne tient pas que sur toi. Donc tu sais que même si tu es un peu moins là, on en parlait tout à l'heure, mon frère il va à New York la semaine pro, même s'il est pas là, moi je serai là, quoi. Donc ça posera pas de problème. Tu sais que le business va pouvoir tourner. Et voilà, il continue à tourner. Et je pense surtout au début, tu as plein de trucs. Être entrepreneur, c'est un truc qui est assez éprouvant. Tu dois tout le temps sortir de ta zone de confort, tu dois tout le temps être confortable justement dans la confort, tu dois tout le temps avancer. Et si tu as quelqu'un qui peut t'aider dans ce parcours, tu sais, c'est toujours plus simple de faire le chemin à 2, à 3, à 4 que de le faire tout seul. Mais il ne faut pas le voir comme une fuite encore une fois, sinon je pense que tu pars du mauvais pied directement. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que... après, mélanger le côté... Alors toi, c'est ton frère, donc c'est encore... le côté pro, le côté perso, c'est vrai que c'est pas évident. Nous, on a eu cette chance, en tout cas. Enfin, moi, je me suis jamais pris la tête
avec mes associés, tu vois. On n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Mais à partir du moment où tu fais passer l'intérêt de ta boîte avant ton intérêt personnel, avant tes propres intérêts, c'est game changer et c'est comme ça que tu avances, en fait. Tu vois. C'est pas faire passer. En fait, c'est toujours. Ça doit être jamais pour toi. C'est toujours. Qu'est-ce que tu fais pour ton business, pour l'activité, pour tout ça, tu vois. Ouais, t'es au service de ta boîte et comment tu la fais avancer. Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est que s'il y a des soucis d'ego très vite, tu sais, un qui veut plus se mettre en avant, qui veut gagner plus d'argent, qui veut gagner plus, ou qui veut être plus reconnu par rapport aux autres et que les autres se sentent délaissés, c'est là où il va pouvoir y avoir des problèmes. Et justement, nous, on a la chance d'être assez équilibrés avec mon frère, mais je pense qu'une bonne association, enfin, je sais pas dans ton cas, mais nous, ça s'est fait ultra naturellement. On s'est même pas dit on va être associés. On a voulu lancer un petit projet et de fil en aiguille, on s'est dit mais on fait ça, mais on va créer une boîte ensemble parce qu'en fait, on faisait ce projet ensemble. Et on s'est pas dit de base qu'on allait être associés. Ça peut être une bonne chose, mais en fait, ça s'est fait super naturellement sur toutes les boîtes. Et c'est pour ça que ça marche bien. Et c'est peut-être pour ça, maintenant que tu le dis, avec le recul, c'est peut-être pour ça que finalement, moi aussi, ça fonctionne bien. Parce que nous, on s'est fait licencier en 2016 et du coup, c'était devenu naturel en fait pour nous. En fait, c'était la suite, on avait subi un licenciement économique, ça a été des situations vraiment compliquées et en fait, ça a été la suite logique. En fait, à aucun moment, nous, on a eu un déclic où on s'est dit mais moi, je vais être entrepreneur, je vais être libre financièrement, tu vois, les trucs d'Insta. Non, nous, on a, entre guillemets, pas eu le choix, on a toujours le choix, mais je veux dire, on a fait ce choix de se dire, plutôt que d'aller partir chacun de son côté, on n'a qu'à monter un truc ensemble, on se retrousse les manches, et puis on y va. Et on connaissait rien on n'avait pas de fonction de dirigeant, de patron de boîte, on n'y connaissait rien. On avait des fonctions de cadre, on était cadres tous les quatre, mais on n'était pas dirigeant de boîte. Et voilà. Donc on est parti de zéro, on avait ce vécu. Et derrière, c'est vrai que oui, ça match parce qu'effectivement, c'était pour nous comme tu disais, en fait, on n'a pas l'impression d'être associé. En fait, c'est la suite logique du truc. C'est normal. Donc je pense que pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi les meilleurs conseils pour trouver un bon associé ou pas ? Je pense que le bon conseil, c'est déjà de pas forcément chercher à tout prix un associé. J'ai l'exemple inverse aussi parce qu'on a développé un logiciel et dans le logiciel, il y a toute une partie tech qu'on ne maîtrise pas. Donc, il nous fallait un développeur et le meilleur, c'était d'avoir un développeur dans le projet pour qu'il puisse s'impliquer aussi avec nous. Il a été associé à nous, on a le projet ensemble. Donc, dans ce cadre-là, pour nous, ça semblait intéressant, mais parce qu'on avait aussi une vision de l'association et ça faisait plusieurs années qu'on était associés et on savait aussi comment gérer. Donc, je pense que cherchez pas forcément d'associés, quoi. Ouais, c'est ça. Cherchez pas d'associés. En fait, essayez de réfléchir pourquoi est-ce que vous cherchez des associés, parce que sinon, faites vos projets et ça viendra au fur et à mesure. Et développez votre truc. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que c'est pas le meilleur truc à chercher tout de suite, quoi. Non, clairement. Encore une fois, ça dépend des cas, mais. Et puis si en plus t'es pas protégé, t'as pas les bons avocats, t'as pas le bon pacte d'actionnaire, t'as pas les bonnes choses. Ça peut très vite être très compliqué, les associations. Hein, donc, surtout si la boîte elle est grosse, surtout si tu ne te protèges pas, s'il vient avoir un décès des associés, comment ça se passe, tu vois, c'est compliqué, hein, l'association. Nous, on connaît un gars, ils ont une boîte qui tourne très bien, 80 000 euros de chiffre d'affaires, 60 000 euros ou 40 000 euros de marge par mois, un truc qui tourne vraiment bien. Et ils sont deux associés. Un associé, il a décidé de plus rien foutre. Et en fait, il ne peut pas le virer. Et le gars, c'est lui qui fait tourner la boîte, il est bloqué avec cet associé, il peut rien faire, quoi. Et il se dit putain, en fait maintenant je suis bloqué. Il peut pas arrêter la boîte parce que du coup il a plus de boîte. Il peut pas arrêter parce que la boîte elle fonctionne pas. Donc au début tu as toujours l'impression, mais c'est comme dans un couple, quoi. Tu as toujours l'impression que tout se passe bien et de fil en aiguille tu découvres que putain en fait ça va pas. Donc c'est toujours important de parler et c'est toujours important aussi de cadrer les choses dès le début. Pourquoi pas faire un pacte d'associés. Nous avec le dev avec qui on travaille qui s'appelle aussi Maxence, du coup comme mon frère on a deux Maxence, deux associés, mais ça se passe très bien, on s'entend trop bien, mais tu vois on fait un pacte d'associés parce que ça n'empêche pas que chacun doit être cadré et ça permet aussi de rappeler les conditions de chacun et c'est super important et comprendre est-ce qu'on est raccord sur la vision, sur là où on veut aller et sur les sacrifices que ça va nous demander aussi. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord. Bon super, nouveau, on va aborder du coup l'autre sujet, donc un sujet des associés qui est important. Qui est important. On avait, c'est un sujet qui est pas mal parce que j'ai reçu
j'ai reçu quelques entrepreneurs. On va parler de la France notamment, de son système. On avait échangé autour de ça il y a quelques temps tous les deux. Et c'est un sujet qui peut être sympa parce qu'on voit beaucoup de gens qui quittent, beaucoup d'entrepreneurs qui quittent la France. Toi, c'est un peu t'as une autre idée. T'es en France. Toutes les boîtes sont en France. T'as une autre idée. Et en fait, c'est cette question qui est liée. Donc, tu ne souhaites pas quitter la France pour pouvoir changer et améliorer le système. C'est un peu ça. Et est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans le système pour pouvoir le transformer ou est-ce que c'est un mythe? En fait, finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre en France, c'est quand même compliqué, de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui quittent, notamment des entrepreneurs en ligne, notamment beaucoup. Voilà, ceux qu'on voit beaucoup, qui ont fait le choix de quitter la France. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que alors tu l'as dit, tu as toutes tes boîtes en France, tu investis dans l'immobilier en France. C'est ça. Et je me vois rester en France. C'est quoi mon avis? J'en veux pas à ceux qui quittent la France parce que je les comprends d'un côté et j'ai pas l'impression qu'ils quittent la France parce qu'ils aiment pas la France. J'ai l'impression qu'ils quittent la France parce qu'ils en ont marre du système. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre parce qu'on a un système pour moi qui est totalement imparfait, mais comme toute chose imparfaite, qui peut être amenée à évoluer. Et je préfère être dans cette dynamique-là de me dire je peux changer les choses et j'ai envie de faire changer les choses plutôt que de me dire s'il y a un problème, je me casse. Et peut-être que c'est naïf de ma part de me dire je vais pouvoir changer tout le système et je sais que je vais pas le changer d'un coup mais petit à petit et je suis quand même attaché à la France, je suis quand même attaché aux valeurs de la France et je suis quand même attaché à mon pays, à toutes ces choses là et je trouve qu'il y a plein de belles choses en France. Et en fait, je me vois pas vivre ailleurs. Et pareil, il y a aussi beaucoup de personnes, il faut faire attention à ceux qui se délocalisent parce que sur Internet, tu as l'impression que beaucoup de personnes se délocalisent parce que c'est des gens qui sont en ligne qui se délocalisent. Parce que tu as un business de menuiserie ou tu as un business physique, tu ne peux pas forcément te délocaliser ou tu peux créer une holding un peu ailleurs ou faire des trucs. Mais c'est plus compliqué parce que ton activité commerciale est en France. Donc déjà, la majorité des entrepreneurs ne se délocalisent pas. Ça, il faut aussi le dire. La deuxième chose par rapport à ça, c'est pour quelles raisons ils se délocalisent. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils ont l'impression, parce qu'ils voient 3 gars sur Insta dire « Ouais, la France c'est de la merde », ils se disent « Ouais, la France c'est de la merde », mais sans forcément le vivre, tu vois, au quotidien. Et en fait, ils se font matrixer dans cette idée de peur toute la journée. Il y a des trucs qui sont pas terribles, mais ils se font matrixer dans cette idée. Ils se disent « La France c'est de la merde » sans trop le comprendre. Ils cherchent à se délocaliser sans trop comprendre et sans bien faire les choses. Ils se retrouvent dans un pays qu'ils aiment pas forcément parce que si tu te délocalises, il faut être dans un pays que t'aimes, sinon ça sert à rien. Et ils se retrouvent pour des conditions qu'ils comprennent pas forcément. Parce qu'en France, tu peux gagner plus d'argent, même si tu es bien imposé. Tu peux gagner plus d'argent en France, même en étant très imposé, parce que tu as plein de trucs qui sont intéressants. Tu as le levier bancaire, tu peux aussi créer de la dette. Là, on rachète, du coup, on en parlait tout à l'heure, mais une ancienne banque qu'on transforme en 8 logements. Cette ancienne banque, c'est à peu près 100 000 euros et tu as 300 000 euros de travaux. Donc, ça crée du coup de la charge et du coup, ça te fait passer, tu peux faire passer du bénéfice dessus, etc. Et en fait, tu as moyen d'optimiser. Et un truc qui est génial en France, c'est que tu as un levier bancaire qui est quand même super et qui peut te permettre, pour chaque euro de bénéfice que tu fais, d'investir en immobilier, de te créer du patrimoine. Là où c'est plus compliqué, c'est de devenir riche personnellement. Mais, de mon point de vue, parce que on a dit qu'on parlait chiffres. Moi, je me verse pas énormément de salaire avec ma boîte parce que je vis à 3 minutes de mon bureau en trotte électrique et ça me va très bien. Et en fait, mis à part mon loyer, je mange au bureau. Après, j'ai la chance de faire passer en frais, tu vois, tous mes repas, etc. Oui. Mais en fait, j'ai pas besoin d'un gros salaire et ma vie, c'est ma boîte et j'ai envie de la développer. Peut-être ça changera un jour, mais parce que t'as pas un gros train de vie, t'as pas parce besoin. Parce que j'ai pas de gros train de vie. T'as pas besoin de gros revenus tous les mois. J'ai pas de lambeau. Non mais. Mais c'est pas un truc qui m'attire pour le moment, parce que je pense pas que c'est la bonne chose vers laquelle être attiré. Mais c'est propre à moi, je dis pas que c'est la bonne chose, tu vois. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de choses à faire en France. Qu'il y a plein d'opportunités que tu vois, c'est ce qu'on disait avant. Enfin, il y a plein de gens qui sont matrixés par le business en ligne, mais le business en ligne parce qu'ils voient que ça et parce qu'il y a des gens qui marketent le fait que le e-commerce c'est le meilleur business, le closing c'est le meilleur business, mais c'est faux, il n'y a pas de meilleur business. En fait, tu peux faire 1000 fois plus de cash en montant des trucs qui sont pas du tout sexy, dans la maintenance et des trucs qui sont pas trop sexy. Alors certes, tu auras peut-être un peu moins de marge, mais en fait, tu peux faire des chiffres d'affaires qui sont délirants. Moi, mon cousin, il vend des piscines, enfin il fait des piscines, c'est pas sexy, mais c'est pas un business
businessman de fou, il a pas de truc marketing, il sait pas faire de pub et rien, mais pourtant ça tourne très bien Ouais. et il fait pas mal de chiffres. Donc il y a plein de trucs, en fait, il y a plein d'opportunités que tu vois pas directement et la vie et le business, c'est pas les réseaux quoi. Enfin, faut sortir de ce truc. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi et c'est bien de, merci d'amener le sujet et de le souligner parce que c'est vrai que, et c'est d'ailleurs pour ça, quand on me disait, moi, mais Mika, mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube à 41 ans, t'as pas autre chose à faire. Et en fait, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Parce que c'est inondé de mecs qui vont te dire que l'entrepreneuriat, c'est que le business en ligne. Ouais. Qui vont t'inonder de liberté financière, de trucs, que c'est donné à tout le monde, que tout le monde peut y arriver, que ci, que ça. Et donc, moi, j'avais envie de remettre un peu le truc en disant, non, écoutez, l'entrepreneuriat, oui, on peut y arriver, mais Ouais. tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Ouais. Être salarié, on en parlait off tout à l'heure, mais être salarié, bah, c'est pas une tare Ouais. d'être salarié. On a besoin, je suis désolé, on a besoin de salariés Ouais, bien pour, sûr. pour faire vivre le pays. C'est toute une économie. Tu as besoin de. Et- Voilà, il faut refaire ce mur-là. Bah, tu as besoin d'un mec qui va te faire le même mur. si, Enfin, tu vois. Même si tu penses égoïstement, dans certains cas, c'est plus intéressant d'être salarié que d'être entrepreneur. Parce que tu as plein de gens, ils s'en foutent de gagner des millions et faire plein de trucs. Tu as des gens, ce qu'ils veulent, des gars qui kiffent faire des tatouages. Ce qu'ils veulent, c'est tatouer. Exactement. Mais ils ont pas envie de se prendre la tête à gérer de la paperasse, de l'administratif, à essayer de trouver des clients. Ils veulent tatouer, bah, ils sont mieux en tant que salariés. Et ça, c'est la majorité des gens. Et comme tu le dis, il y a l'entrepreneuriat et c'est pas fait pour tout le monde parce que du coup, il faut être prêt à mettre en place les actions. Mais je pense qu'il y a aussi un gros fantasme à travers tout ce qu'on voit sur Internet. Parce que les gens qui sont sur Internet, ils te font croire que c'est facile parce que ils ont tout intérêt. Parce que s'ils disent que c'est compliqué, que tu vas devoir en chier, que s'il y en a 1 sur 10 qui va réellement réussir par rapport à ceux qui se lancent, ils vendraient pas ce qu'ils ont à vendre. Ce qui est vrai, tu vois. Ah non, on est d'accord. Donc, ils ont besoin d'avoir ce discours pour mieux vendre. Donc, en fait, ça éduque plein de gens. Si on te dit toute la journée que le dropshipping, c'est le meilleur truc et qu'en plus, c'est facile, même si c'est faux, tu vas commencer à y croire. Alors, je dis pas que c'est faux ou autre, tu vois. Ça peut être une super opportunité de faire de l'e-commerce, mais ça devient assez compliqué, mais comme toute boîte. Et du coup, tu as plein de gens qui ont un fantasme de putain, je vais pouvoir gagner 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour, en faisant ci, en faisant ça, et je vais me casser de la France parce que je comprends même pas pourquoi, mais on m'a dit que la France était pourrie. Et je me dis putain, mais enfin, creuser suffisamment le sujet, et moi ça me paraît aberrant, les gens qui, des fois je vois des gens, j'ai l'impression ils réfléchissent pas quoi, enfin pas lié à l'entrepreneuriat uniquement, mais... Oui, ils réfléchissent pas par mais- eux-mêmes, comme c'est tu ça. dis, ils sont matrixés par des Ouais, gens qui partout. leur expliquent la vie, le Ouais. business, le succès, Et un dans coup le de pub business, Facebook. mais dans tout, enfin je Mmh. vois des gens qui voient un TikTok, qui prennent ça pour content, Mhm. et je me dis c'est grave. Et j'avais un ami qui me disait, enfin un ami entrepreneur, il me disait, je sais pas si c'est vrai, hein, faudra faire un fact-checking, mais ils avaient fait une étude aux États-Unis. La plupart des gens ne confrontent pas leurs idées, c'est-à-dire ils voient un truc et certains le prennent pour content et pour vrai. Alors Mhm. tu as tendance à prendre pour content des choses qui viennent dans ta ligne, dans ce que tu perçois. Si tu te dis ouais le gouvernement c'est tous des connards et que tu vois un TikTok en disant Macron il s'est acheté une Lambo avec l'argent du gouvernement, tu vas te dire putain Macron l'enculé, alors que c'est faux. Mais il y en a qui vont prendre ça pour réel et j'ai l'impression que ça biaise tellement de monde et du coup ça rend les gens intolérants à tout. Enfin je trouve ça trop dommage quoi. Et justement, est-ce que ce système-là, est-ce qu'on arrive ou est-ce que c'est pas finalement une utopie de penser qu'on peut réussir à changer ce système? Les gens sont matrixés, Ouais. les réseaux, moi je le dis souvent, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité, pardon, c'est du rêve. Ouais, Et les gens finalement ont besoin de rêver. je suis C'est d'accord. pour ça qu'ils vont sur Instagram voir des mecs avec des Lambeaux. Ah, je suis d'accord. Tu vois, c'est pour ça qu'ils vont. Parce que c'est ça en fait. Et moi, tu t'en parlais bien et je te remercie. Tu l'as dit, tu as dit, il y a des business pas sexy comme la maintenance industrielle dans lesquels tu peux faire du business. Et c'est vrai, tu as raison. La maintenance industrielle, c'est pas sexy. Ouais. C'est d'ailleurs. Je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils savent même pas ce que c'est. Donc, je vous Ouais, invite en à aller plus. sur Google et aller taper maintenance industrielle. Vous tapez le nom de ma boîte, le nom de mon groupe qui s'appelle Meritech, MERITECH, et puis vous allez trouver. Mais c'est juste de se dire, oui, c'est pas sexy, mais par contre, tu fais. Enfin, je veux dire, on est passé de 0 à 13 millions en 9 ans. On a embauché 130 personnes. On a essayé de faire de l'acquisition de structures. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu
construit. Tu vois, tous ces Ouais. mecs qui font du business en ligne, la valeur de leur boîte, ça vaut rien. Ouais, ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu vois, ça vaut rien. Nous, on a essayé avec mes associés de tout l'argent qu'on gagnait, de le réinvestir dans la boîte. Ça nous a permis d'investir dans l'immobilier, d'acheter notre propre bâtiment. Ouais. Et puis, ça permet de pouvoir faire l'acquisition de structures. Ça te permet de vivre correctement. Et on tu se plaint valorises pas, ta boîte en et plus. tu valorises ta boîte. C'est ça le truc, c'est de se dire, entre l'investissement que j'ai mis il y a 9 ans et potentiellement un cash-out ou une sortie qu'on fera avec mes associés dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, il n'y a aucun autre business qui te permet de faire ça. sûr. Un business en ligne, il ne te permet pas de faire ça, tu vois. Et le truc qui est intéressant avec ça, c'est que sur un business en ligne, tu peux réussir à bien structurer pour valoriser, créer une marque qui se valorise parce que tu as un nom. Mais tu es en concurrence qui ont des dizaines de milliers de personnes qui ont vu la même pub, qui veulent eux aussi lancer leur e-commerce ou leur business de formation, etc. Tu vois, nous, on est dans la formation, donc je sais, je le vois, Ouais, tu je le le vois, vois ouais. au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a essayé aussi de sortir un peu de ce monde business en ligne pour créer un centre de formation. Donc aujourd'hui, on est certifié par l'État comme une école, donc on est Calliope, etc. Et on essaye de faire en sorte que ça sorte de ce truc business en ligne et d'essayer d'avoir des fondations solides. Mais on est dans un business model où tu n'auras pas autant. Tu sais, on n'a pas de machine. Alors il y a des avantages et des inconvénients, Ouais. mais du coup, le gros avantage avec un business comme le tien, c'est qu'en plus, tu as moins de concurrence. Vu qu'il y a moins de gens qui y vont, c'est plus simple à développer. Et des gens qui sont très bons sur de l'acquisition, notamment, c'est là où il faut être bon sur le business en ligne, sur du marketing, ils arrivent avec leur strat marketing dans des business physiques, mais ils déchirent tout. Et c'est pour ça, avec mon frère, là, on est en train de voir pour racheter un institut de beauté. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ouais. Mais parce que c'est trop bien. On met nos strat marketing dans cet institut de beauté, mais c'est trop simple à remplir, quoi. Ouais. Donc, et en plus, tu as des salariés, donc tu as d'autres problèmes, mais tu as aussi d'autres avantages qui sont que l'institut, tu peux le revendre, tu peux le franchiser, tu peux le dupliquer. Donc, pour moi, le business en ligne, c'est pas le truc à aller au début. Autant faire des trucs en physique, même si c'est plus compliqué, tu as l'impression qu'il y a plus de barrières à l'entrée, mais tu peux débuter simplement. Tu peux faire ta boîte de, je sais pas, même de nettoyage, de maçonnerie, j'en sais rien, où tu n'as pas besoin d'énormément de compétences, mais où tu peux faire des trucs de dingue, quoi. Ah ouais. Et c'est justement et c'est bien d'arriver là-dessus parce que c'est justement le sujet le troisième sujet et on va en parler. Et qu'est-ce qui est le plus simple, aller du business physique au digital ou l'inverse et pourquoi, voilà. Donc on peut clôturer sur ce business physique, business digital. Il y a des tas d'entrepreneurs qui ont du business physique. Moi, j'en fais partie. Des tas d'entrepreneurs aussi qui sont curieux, comme moi. Je suis de plus en plus curieux. Je côtoie de plus en plus de jeunes. Et il y a plein de choses qui est possible de faire avec le digital. Et c'est vrai que un mix des deux aujourd'hui, ça peut faire sens peut-être, de faire du digital et du physique. Parce que le digital, effectivement, ça te permet d'avoir du gros cash, d'avoir de la trésorerie, il y a très peu de frais fixes, il y a très peu de structures. C'est comparé au business physique. Tu vois, moi je disais dans un précédent podcast, nous dans notre business physique, quand on fait 5% de marge nette sur notre business, on est content. On a fait une bonne année. Alors que dans le digital, tu vois, t'es sur du 40, 50, voire au-delà. Donc c'est ça un peu. Il y a de plus. Je pense que en fait, ce qui est intéressant avec le business en ligne, c'est que ça te permet d'acquérir des compétences. Et si tu as ces compétences dans du business physique où tu as moins de concurrence, notamment sur du marketing, etc., tu peux pousser le truc très vite. Je pense que le truc, c'est de ne pas se fermer à ce qu'on voit et d'essayer d'ouvrir. Tu sais, pas se dire parce que je vois ça, je pense que c'est le bon truc. Essayer de rester ouvert et essayer de rester toujours en mouvement. C'est-à-dire, si tu veux lancer une activité, ok, qu'est-ce que je vais faire au début ? Et ça ne sert à rien de se poser des questions pendant 10 ans. Au début, en fait, tu as besoin d'apprendre et toutes les opportunités, parce que tu as plus d'opportunités selon moi dans le business digital, dans le business en ligne, en physique, que dans le business en ligne, parce que c'est des trucs que les gens ne voient pas et parce que quand tu arrives d'un monde en ligne, tu as des compétences que vu que ces personnes n'ont pas, tu peux révolutionner certains trucs et aller beaucoup plus vite. Je te parlais de l'institut de beauté, mais ça peut être avec plein de choses. Donc, je pense que ça peut être intéressant de se lancer si on n'a pas de barrière à l'entrée ou autre et qu'on ne sait pas trop où aller déjà dans un business en ligne, essayer de faire des trucs, mais pourquoi pas pivoter très vite, ne pas rester figé sur un truc et surtout comprendre la vision de ce qu'on veut développer, être capable d'itérer, c'est-à-dire de faire, d'évoluer et être capable d'aller très vite au début sans trop se poser de questions. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Après,
je pense que le type de business ne doit pas être choisi uniquement par rapport à est-ce qu'il y a de l'opportunité, parce qu'il y a de l'opportunité de partout, ça dépend juste de ce que tu fais. Ouais. Dans le bâtiment, tu as des boîtes qui valent des milliards. Dans des trucs en ligne qui vendent des sites, tu as sûrement des boîtes qui valent des milliards. En fait, tu peux faire de tout le temps, et ça dépend par rapport à toi, ta vision, est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu as envie de créer et où est-ce que tu as envie d'aller. Donc je pense qu'il faut plutôt partir de là et essayer de construire tout ça en cherchant à avancer et à créer de la clarté sur le chemin, parce qu'au début tout ne sera pas clair, quoi. Ouais, non, mais c'est clairement ça. En fait, il y a un truc, c'est qu'il y a le monde, et c'est vrai, il y a le monde du business physique et tu as le monde du digital. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Moi, je vois la différence, en fait, maintenant que je suis un peu plus présent sur les réseaux. Moi, ça, en fait, d'être présent sur les réseaux, ça me crée des opportunités aussi dans mon business physique, où on me propose des choses. Tu vois, récemment, on m'a proposé, par exemple, d'être jury à Nancy pour des jeunes entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs, et donc d'être jury, enfin de les évaluer, etc. Mais ça, c'est dû aussi à ma présence sur Internet. C'est dû aux deux choses. À ma présence sur Internet depuis quelques mois, un peu plus présent, et à mon business physique. Le fait que je sois entrepreneur depuis 9 ans, qu'on a une grosse boîte, que ça se passe bien, et que j'ai un certain vécu, tu vois, ça m'a créé ces opportunités-là. Et ça vient du physique, cette présence. Ça vient du digital aussi, et ce digital-là, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai, le mix des deux, moi je vois, je gère la partie réseaux sociaux même sur Meritech, sur ma boîte. On essaie d'être présent sur LinkedIn, mais on l'est pas assez, hein, parce que je fais tellement de trucs compliqués. Mais je veux dire, c'est des expériences. J'ai appris des tas de trucs ces 5 dernières années du digital, et tu peux faire des trucs incroyables. Et amener du digital sur du physique après, tu l'as dit avec l'Institut de beauté, toutes les stratégies marketing que tu as pu avoir dans le digital, que tu peux faire après sur le physique, et tu peux faire exploser les résultats. Mais tu vois, c'est trop bien, parce qu'il faut des gens comme toi, parce que les gens pensent, en tout cas les jeunes, ils pensent ou ceux qui regardent tes vidéos, que le business en ligne c'est le truc à faire, parce que personne les éduque sur le business physique, personne leur dit. Et du coup, il y en a 2-3 qui commencent à émerger. Tu as, comment il s'appelle, La Boiserie, tu vois qui c'est ou Oui, pas? bien sûr. Et avec sa chaîne business où il est plutôt sur du business physique. Et je pense qu'il touche quand même des gens un peu plus âgés. Peut-être pas qu'il touche la même cible que des Yomi et compagnie. Mais c'est trop intéressant parce que ça t'ouvre toute une autre porte. Et les gens, je pense, qui kifferaient, il y a tout un monde en termes de contenu à aller chercher, voir qu'en fait, il n'y a pas que du business en ligne, il y a plein de trucs à faire et c'est trop intéressant. Et on parlait tout à l'heure de la France, et ça, pour moi, mais c'est toutes ces opportunités que tu as en France. Et je pense qu'un entrepreneur, parce que j'y réfléchissais dans le train à ce qu'on s'était dit par rapport à la France, c'est un gars qui voit les problèmes et qui résout des problèmes. En France, il y a plein de problèmes. En tout cas, les gens tendent à dire qu'il y a plein de problèmes. Il y en a plein, je suis d'accord. Mais s'il y a plein de problèmes, mais putain, va les résoudre, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de trucs à faire. Donc c'est trop bien. Donc il y a plein de business à faire. Mais c'est typiquement la définition de l'entrepreneur. Pour qu'il y ait une entreprise et qu'il y ait un entrepreneur, il faut qu'il y ait un problème. L'entrepreneur, il résout un problème à un instant, tu vois. Donc c'est ça. Et un autre truc important aussi par rapport à la France, parce qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, les gens ont tendance, et j'ai eu aussi cette pensée, à se dire, ok, il y a nous. Enfin, tu sais, tu as tendance à mettre des étiquettes, mais ce qui est normal et humain, c'est-à-dire que tu as les entrepreneurs, tu as les autres, tu as, j'en sais rien, les salariés, etc. Et tu as le gouvernement, comme si le gouvernement, c'était un truc totalement différent de nous. Mais en fait, moi, je me vois comme le gouvernement, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen français, tu as un pouvoir d'action. Et le problème, c'est que vu que tout le monde se dit que personne n'a de pouvoir, donc personne ne fait grand-chose, mais si tu veux, je sais pas, si les entrepreneurs prennent le pouvoir en France, je dis n'importe quoi, tu vois, mais qu'il y a plus d'entrepreneurs au gouvernement qui ont un réel impact ou qui voient les choses, ça peut changer. Et je crois qu'on peut changer. Et je crois qu'il y a aujourd'hui la problématique du système français, c'est que tu as des gens qui sont totalement décorrélés de la réalité, qui prennent des décisions, et du coup des décisions qui ont un impact direct sur la vie de plein de gens, mais qui, vu qu'elles sont pas... Enfin, vu que ces gens-là n'ont pas trop cette vision-là, la problématique, c'est que les décisions, elles sont pas bonnes sur le terrain. Et il y a sûrement plein de choses à changer. Enfin, moi, je parle, ma mère, elle est fonctionnaire. Et elle me dit, les fonctionnaires, tu sais, c'est pas les plus gros travailleurs. Donc, et il y a sûrement plein de choses à changer, mais je crois qu'on peut changer ça. Et en fait, c'est en se disant, ça, on peut le changer, et qu'on peut juste réussir à évoluer et à avancer, quoi. Non, mais c'est bien parce que, tu vois, enfin, moi, je suis un peu plus vieux que toi. J'aime la France. Je fais du business en France, je paye mes impôts en France, la boîte est aussi au Luxembourg, mes enfants sont français, j'ai ma maison en France, mais à un moment donné,
moi, je me suis posé sérieusement la question Mm. aussi de partir. Ouais. Tu vois, et pas partir pour fuir, tu vois, les problématiques, mais parce que tu as l'impression, en fait, que c'est un combat perdu d'avance. Tu vois, tu as l'impression que c'est un combat perdu d'avance et que tu as une pression fiscale qui est énorme sur les entreprises en France, que tu te dis, waouh, compliqué. Mais après, là où je te rejoins à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as un business physique, tu veux faire quoi? Tu veux que je fasse quoi avec mon business physique? Si, je peux ouvrir une antenne et je vais faire Meritech Dubaï, Meritech Thaïlande, Meritech, tu vois, mais tu restes quand même sur du business physique. Carrément. Donc, effectivement, le message dont tu disais tout à l'heure, oui, l'expatriation, quand tu as un business digital, que tu vends de la formation, que tu fais du e-commerce, du dropshipping, du closing, c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que tu es marketé par ça. Et c'est pour ça que de temps en temps, d'avoir des petits gars qui viennent du business physique et qui essaient d'être un peu présents sur les réseaux pour justement casser ces codes. Ouais, carrément. Et pour avancer, quoi, pour faire avancer les choses. Je suis d'accord que tu as cette pression fiscale. Tu as aussi la pression où c'est une galère pas possible, surtout toi qui as beaucoup de salariés. Je pense que ça doit être une merde pas possible parce que dès que tu as un problème, personne ne comprend rien, tu dois contacter 15 000 personnes. Oui, mais clair. je me dis, moi j'ai tendance à croire que les gens, alors certains ils sont un peu stupides, mais que les gens ne sont pas cons et que ils en ont conscience de ces problèmes, mais c'est juste qu'il y a un système qui est peut-être verrouillé qui fait que c'est plus compliqué d'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que le système, il n'a pas envie de changer. Et il y a sûrement des entrepreneurs, si tu arrives avec l'IA aujourd'hui, tu peux faire trop de choses. Tu sais, tu arrives, tu leur dis, regardez, là c'est un peu pourri, on simplifie ça. Peut-être que les gens, ils n'auront pas cet état d'esprit, ceux qui travaillent, que ce soit dans des mairies ou alors que ce soit des fonctionnaires ou des députés, etc. Mais justement, se dire, mais putain, nous on peut y aller, on peut faire changer les choses. Je trouve que c'est une meilleure mentalité que se dire, de toute façon, foutu pour foutu, je me casse, quoi. Et moi je crois qu'on peut faire changer les choses, en tout cas c'est le message que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. Et il y a un truc aussi où il faut faire gaffe parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, la France c'est en train d'être la merde, etc. Et c'est de plus en plus la merde, mais la plupart des gens entendent ça sans le comprendre. C'est à dire que il y a un truc où une info qui est répétée suffisamment, même si elle est fausse, elle te paraît comme vraie. C'est pour ça qu'il y a eu plein de dérives, hein. Il y a plein de gens qui disaient que, je sais pas, plein de choses étaient mauvaises ou bonnes, tu vois. C'était totalement faux. Genre dans les années 1900 et quelques, on disait que fumer c'était bien pour la santé et qu'il fallait fumer si t'avais un gosse parce que, je sais pas, c'est totalement faux. Mais répéter et marteler suffisamment, tu commences à le croire. Donc faites gaffe, et ça en revient, ayez un esprit critique. Faites gaffe à ce que vous voyez. Oui, c'est pas tout beau, tout rose, mais dans la plupart des pays occidentaux, je pense que c'est un peu la même situation. Et il y a des pays où tu peux te dire, ok, c'est mieux, genre Dubaï, etc. Mais pour être allé à Dubaï, il y a plein de trucs avec lesquels je ne suis pas forcément ok. Tu sais, le pays, il est boosté par des Pakistanais et des Philippins qui viennent et qui sont payés 500 € par mois. Et du coup, c'est propre à chacun, tu vois. Mais pour moi, je pense que être dans un système comme celui-ci, alors je dis pas que c'est mauvais pour les Pakistanais ou autres, parce que s'ils gagnent plus et s'ils sont conscients d'être là et qu'ils sont contents, c'est très bien pour eux. Mais il y a plein de trucs, tu vois, où je sais pas si ça va durer sur le long terme et je sais pas si on n'a pas suffisamment de recul pour moi. Mais encore une fois, je dis ça sans avoir suffisamment surveillé la situation et regardé la situation. Donc ne prenez pas ce que je dis comme c'est la vérité. Faites vos recherches et regardez. Mais je sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, c'est pas l'avenir pour moi. Je me sens pas vivre là-bas. Je trouve que c'est superficiel, en tout cas, je me vois pas vivre là-bas. Et la France, ça va mal, ok, mais comment tu fais en sorte que ça va mieux? Et qu'est-ce que tu peux faire? Et il y a encore plein de belles choses. Et tu as la chance d'être né en France. Et pareil, les gars qui sont à Dubaï, en tout cas pour ceux qu'on voit, 90% de leur clientèle est française. Donc ça, il y a la question de la légalité, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais 90% de leur clientèle est française. Donc en fait, à un moment, peut-être qu'aujourd'hui, fiscalement, tu te fais pas rattraper, mais à un moment, tu vas te faire rattraper parce que théoriquement, tu dois payer la TVA si ta clientèle est en France, donc tu es toujours sujetti à la TVA. Et si toute ta clientèle est en France, c'est où est ta demeure, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ta demeure fiscale, si je ne me trompe pas, et on peut rattacher ta demeure fiscale en France. Donc on peut te dire, ok, mais en fait, alors ils le font pas trop, hein, honnêtement, mais parce qu'il on ne sait pas comment ça peut évoluer. Il n'y a pas trop d'infos, de transmission d'infos entre Dubaï et autres, mais c'est vrai que ça reste, on peut considérer que tout le business que tu fais, ou ta société que tu fais à Dubaï, tu l'as fait en France, et donc tu dois être imposé fiscalement en France et pas à Dubaï. Donc ça, c'est vrai que
on te matraque, là-dessus. Et c'est vrai. Alors, tu vois, c'est assez intéressant parce que toi, t'as 23 ans Ouais. et tu fais partie de ces rares justement jeunes qui pensent comme ça. La plupart. Et même moi, je vais être franc avec toi. J'ai 3 enfants. Les 3, je leur dis. Donc ils ont 16, 13 et 11 ans. Et les 3, je leur dis, barrez-vous de ce pays. D'accord. Donc c'est pour ça que cet échange est sympa parce Mais que, ce que j'entends. moi, je leur dis, quittez le pays, quittez la France. Parce que pas forcément vivre à Dubaï, mais aller découvrir Non, mais d'autres ce que cultures, j'entends. d'autres, ce qui se fait ailleurs, d'autres pays où la pression fiscale est moins énorme, où tu as plus de sécurité, où tu te sens en sécurité. Tu vois, tu parlais de Dubaï, mais je discutais avec un de mes collaborateurs il n'y a pas très longtemps. Il a fait un voyage à Dubaï et il a fait et il était à Paris il n'y a pas très longtemps. Et donc il m'a dit, c'est simple, j'ai senti la différence entre Paris et Dubaï en termes de sécurité. Je me promenais avec ma femme à 2h du mat à Dubaï. Il dit, j'ai jamais vu ça dans aucune ville du monde. Mais totalement. Cette sécurité qui est, tu vois, qui était, et lui là, il est, voilà, donc tu dis juste, moi aujourd'hui, tu vois, de plus en plus. Je regarde, pas pour forcément aller m'expatrier à Dubaï, mais j'ai des projets immobiliers à Dubaï parce que j'ai plus envie d'investir en France et en tout cas dans l'immobilier. C'est quand même tendu, mais tu l'as dit, un point important, les leviers bancaires en France qui permet de faire des choses incroyables, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je fais partie, en tout cas moi, de ces entrepreneurs qui, en tout cas, écoutent ce qui se fait de plus en plus à l'extérieur et qui, aujourd'hui, veulent diversifier leurs activités ou leurs investissements. Tu vois, les États-Unis, bien qu'il se passe tout ce qui se passe avec Donald Trump, avec toutes les taxes qu'il met en place, mais Dubaï ou ailleurs, tu vois, ou même Bali, ça me ferait kiffer d'acheter une villa à Bali et la mettre en location Airbnb et autres, alors que d'acheter un appart à Paris ou ailleurs. Tu vois, mais après, libre à chacun, tout à chacun. Je te donne mon point de vue parce que j'avais et j'ai un peu le même discours sur ça. Moi, j'avais une copine estonienne parce que j'avais un associé, du coup, Thibaut, mon troisième associé avec qui on s'est séparés, qui était en Estonie. Et quand j'allais en Estonie, c'est un peu comme à Dubaï, tout est calme, tout est clean, tu peux te balader dans la rue. Sans toujours devoir vérifier tes poches dans le métro, faire gaffe, etc. Et je suis un mec, et je me dis, pour des filles, ça doit être d'autant pire, tu vois. Dans le métro ou peu importe, rentrer le soir, ça doit être assez chaud. Et quand je rentrais, je me rappelle un truc, je rentre d'Estonie, j'arrive à Gare de Lyon, mais j'ai l'impression que c'est le zoo, il y a des gens qui courent partout, tu sais, t'as des gens un peu bizarres de partout et tu te sens pas en sécurité. Et du coup, je suis totalement d'accord sur ce sujet-là. Je suis allé à Dubaï, c'est impressionnant et j'ai mes réflexes de français. Moi, je laisse pas mon tel sur le bord de la table parce que j'ai peur de ça. Et on a un pote, du coup, que t'avais vu quand on s'était rencontrés au séminaire Moundir. Là, il y a 2 jours. On va voir un film au ciné. Il gare sa voiture dans un parking sécurisé avec sa mallette ordinateur, donc un Mac, et son iPad. On revient dans la voiture, il y a du bordel de partout, on se dit c'est chelou. Et il s'était fait voler son ordi, tous ses papiers, etc. Et on se dit putain, dans un parking sécurisé, on va voir la police. Et on l'a localisé, le truc, on va voir la police. En fait, ils sont débordés, c'est pas eux, ils veulent intervenir. Et moi, je leur ai dit, mais ils risquent quoi ces gens ? Parce que des gens qui volent, ils récidivent souvent. Ils risquent quoi ? Et ils nous ont dit, en fait, le problème, c'est qu'en France, ils risquent rien. Mais ils nous disaient quand même, mettez les empreintes, etc. Parce que si on les attrape et qu'ils récidivent plusieurs fois, on peut les enfermer pour un moment. Et du coup, énorme coup de chance, on a localisé le truc, on est allé le récupérer, on a retrouvé l'ordi dans un buisson avec l'ordi et l'iPad, donc il a plus ses papiers, mais ordi, iPad et passeport. On a appelé du coup la BAC est venue, ils nous ont dit ça arrive jamais ce truc-là. Mais incroyable. Tu vois ce truc-là, je me dis c'est pas normal. Enfin, tu sais à peu près c'est qui parce qu'on a les caméras de vidéosurveillance, donc on sait c'est qui. Les gars, je pense que tu peux les retrouver avec une IA. Tu te dis mais les gars ils volent. Enfin, moi je leur ferais payer 10 fois ce qu'ils ont volé. Et je trouve que dans ce truc-là, tu vois, le fait qu'on se sente en insécurité, c'est pas normal parce que tu marches dans la rue des fois. Alors à Paris, je sais pas trop ce que ça donne. À Lyon, moi je suis dans un bon quartier de Lyon, mais tu te dis mais tu te sens pas en sécurité et c'est pas normal. Et alors que tu sais qui font la merde, le problème c'est que personne se sent en sécurité et le problème c'est que ça fait chier quoi, ça fait vraiment chier.
Et je me dis, en France, je trouve que la justice est pas assez sévère, quoi. Et ça, je suis totalement d'accord. Et je me dis, c'est vraiment dommage. Mais pareil, je pars du principe où je me dis, est-ce qu'on peut optimiser les choses et voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser, et je pense qu'on peut l'optimiser parce que sinon, je préfère croire ça que croire l'inverse, et j'ai besoin de croire en quelque chose qui est plus grand que moi parce que je me dis, c'est la discussion qu'on avait eue avec mon frère, si tous les entrepreneurs, tous ceux qui créent de la valeur et tous ceux qui sont éduqués, ils partent de la France, mais putain, ça va être ça va être le vrai bordel. Ouais, là, ça va être le vrai bordel, on est d'accord. Moi, je crois que c'est jamais trop tard et il y aura toujours des choses super intéressantes, que la France, on essaye de nous faire croire que c'est la merde, mais au final, parce que certains ont des discours, tu vois, des fois de haine ou autre, et te faire croire que c'est la merde, ça sert leurs propres intérêts, et du coup, je pense pas que c'est bon, et je pense que tout discours de haine n'est pas bon. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de choses à faire, qu'il y a un truc à optimiser et qu'il faut l'optimiser. Et du coup, c'est à nous de l'optimiser et c'est d'autant plus aux entrepreneurs de l'optimiser. Et je préfère croire ça que l'inverse. Mais je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord sur le fait que j'ai voyagé, moi j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Alors il y a des pays où c'est 10 fois pire. Je suis allé en Égypte, je pense que les gens adorerait être en France, tu vois, parce que c'est vraiment la misère. Au Maroc, il y a un petit peu moins, j'ai l'impression, mais dans des pays du Maghreb, j'ai pas trop fait l'Afrique, mais j'ai l'impression que dans certains pays, c'est très chaud. J'ai fait des pays d'Europe de l'Est, j'ai fait l'Ukraine, et c'était aussi très pauvre avant la guerre. J'ai fait 2 semaines avant la guerre, une semaine avant la guerre, et c'est très pauvre aussi. Et j'ai fait certains pays, par exemple d'Europe de l'Est, Budapest ou autre, où j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clean. En tout cas, en termes de sécurité, tu te sens moins en insécurité. Mais ça veut dire qu'on peut aussi le faire en France. Tu restes convaincu je reste convaincu, tu fais partie des gens qui pensent que voilà, c'est ça. La France n'est pas fichue, la France n'est pas perdue, et si une poignée de gens arrivent à essayer de faire changer les choses, et donc c'est tout à ton honneur, c'est bien de vouloir essayer de faire changer ça, en tout cas de se battre pour ça. Ouais, et un truc, tu vois, c'est aussi que j'essaye de pas stigmatiser et pas se dire c'est foutu, mais pas non plus se dire putain, il y a des gens qui foutent la merde et ça fait chier. Mais j'essaye de me dire, et toujours avoir ce recul et cet état d'esprit, et ça c'est un truc qui me vient de la vente. Dans la vente, on te dit que si tu ne comprends pas ton prospect, ou si tu le juges, tu peux pas l'influencer. Parce que tu dois l'influencer pour qu'il ait les bonnes croyances pour pouvoir acheter ton produit-service. Et si tu dis, putain, mais les gars qui ont volé l'ordi, ça fait chier, tu vois, de mon pote, ça fait chier. Mais si tu essayes de pas prendre du recul sur la situation, je pense que ça peut t'emmener aussi à avoir ce genre de discours en disant de toute façon c'est foutu et ça me fait chier, et plutôt te dire ok, ils ont volé, mais pourquoi, et c'est pas du tout c'est de leur faute, je suis pas du tout en train de dire c'est bien, mais pourquoi. Et je pense qu'il y a aussi certains trucs où il y a des gens qui se retrouvent dans des lieux qui sont plus défavorisés, et si moi j'étais né dans ce genre de quartier, peut-être que je serais exactement comme eux. Donc essayer de voir comment est-ce que, et encore une fois c'est de l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu peux créer quelque chose peut-être pour les intégrer, pour éviter que certains tombent dans la délinquance. Et tu sais, il y a trop de choses à faire et de belles choses à faire, et c'est trop bien, quoi. Mais je comprends. Donc, je comprends. Merci pour ton partage, en tout cas. Dans cet état d'esprit. Et s'il y a des entrepreneurs qui se disent putain, moi je crois la même chose que toi, parce que j'en ai rencontré. Je suis jeune et moi je tiens à la France et j'ai envie de développer les choses. Je vois qu'il y a des problèmes, mais j'ai envie d'y faire face. Je sais pas, voyez comment est-ce que vous pouvez faire, mais il y a toujours des trucs à trouver, quoi. Non, mais c'est bien. C'est bien de penser comme ça. Et t'es jeune et le combat est peut-être finalement pas perdu, mais parce que ce combat qu'on est en train de mener, il y aura le même dans 50 ans, dans des pays où tu te dis aujourd'hui c'est l'Eldorado. Donc il y aura toujours des combats et il y aura toujours des gens pour mener les combats, et en plus de ça, si tu peux réussir à lier ça avec quelque chose qui est rentable, putain, t'as tout gagné, quoi. Non, mais c'est sûr. Mathis, pour terminer un petit peu ce podcast, j'ai toujours l'habitude de poser la question à notre invité. Finalement, si tu avais des conseils, quelques conseils ou 2-3 gros conseils à des jeunes, on en a donné suffisamment, mais qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui voudraient lancer un business ou autre, ou qu'est-ce que tu dirais, toi, même si tu as entrepris jeune, mais à ton Mathis qui avait 15 ans, 16 ans, qui était au lycée Je pense que le truc le plus important, et c'est là où on s'est rencontrés en vrai, mais c'est
l'entourage, c'est le meilleur coaching, leçon de vie. Et souvent, tu as plein de croyances parce que tu te dis ouais, mais c'est pas possible parce que mon entourage est comme ça, tu vois. Et tu as plein de croyances qui sont liées à ton propre entourage et plein de gens qui vont essayer de te ramener à la moyenne de ton entourage. Mais tu sais, dès que tu commences à entreprendre, les gens vont dire oh, attends, c'est impossible, c'est compliqué, t'es trop jeune, t'es trop vieux, mais retrouve un job. Donc, change d'entourage. Essaye de rencontrer du monde. C'est pour ça que nous, on fait des rencontres entrepreneurs à Lyon et on essaye de le déployer de partout en France. Là, en ce moment, et on a un petit groupe de 1500 entrepreneurs à Lyon, tu vois, donc ça commence à prendre pas mal. C'est top. Et allez rencontrer du monde, quoi. Et si vous ne savez pas où rencontrer du monde, bougez-vous. Et sinon, faites en sorte de créer vous-même vos rencontres. Nous, il n'y avait personne à Lyon, enfin personne, il y avait moins de trucs. On a créé nous-mêmes nos rencontres. Et allez voir du monde, essayez d'investir dans vos compétences, investissez en vous, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. N'ayez pas d'idées préconçues, cherchez à avancer. Et juste, je pense que le meilleur truc, c'est change ton entourage et rencontre d'autres personnes pour essayer de t'élever parce que je te garantis que si tu es autour, tu sais, au début, moi j'avais l'impression de gagner 10 000 € par mois, c'était énorme, tu sais, c'est le truc qu'on voit sur les réseaux et en final, tu te rends compte que tu sais, c'est ridicule parce que ça veut tout et rien dire. Déjà, c'est pas du salaire, c'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires, mais en plus de ça, tu vas voir, moi l'exemple que je prends tout le temps, c'est tu vas au coin de la rue, tu sais, le supermarché, bon, pas l'hypermarché, mais le supermarché. Normal quoi, il fait facile 20 millions de chiffre d'affaires à l'année. Alors il n'y a pas des marges énormes, mais ça veut rien dire. Et en fait, il faut toujours faire gaffe à ça. Donc essaye de t'élever, va rencontrer du monde. C'est important, je le dis souvent, moi c'est ma citation, d'ailleurs c'est une de mes citations préférées, cette citation de Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, et ça moi je la dis tout le temps, et c'est quelque chose, c'est une expression que tu peux... dans tous les aspects de ta vie, que ça soit business, que ça soit à l'école, partout. C'est très puissant. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc entourez-vous des bonnes personnes, vous allez aller plus vite, vous allez aller plus loin, vous allez dans un autre état d'esprit. Et c'est important, regarde. Moi, je suis la preuve, je viens à Paris, parce qu'à Paris, j'ai découvert des entrepreneurs incroyables, une autre façon de penser. J'ai rencontré, tu vois, aucun entrepreneur à Paris que j'ai pu rencontrer ces derniers temps, ou même aucune personne que j'ai pu rencontrer sur Paris, que je côtoie maintenant depuis quelques mois, m'a dit mais qu'est-ce que tu vas foutre sur YouTube en fait ? T'as une boîte à gérer, machin. Non, ça a toujours... En fait, les mecs, ils sont sur plein de trucs. En fait, moi justement, j'étais dans ces modes où je pensais qu'il n'y avait que ma boîte. Mais en fait, il y a ta boîte, c'est un truc, mais tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses, plein de rencontres. Tu t'élèves, tu vas rencontrer des gens qui sont plus avancés que toi, qui sont plus hauts que toi, qui ont une autre façon de penser que toi, et ça te permet d'avancer. Moi, il y a encore quelques années, jamais j'aurais pensé pouvoir investir à l'étranger, à Dubaï, à Miami ou ailleurs. Et là, j'y songe de plus en plus, tu vois. Mais parce que dans mon entourage, j'ai des gens qui le font. Et j'ai des gens qui te disent que c'est possible, et des gens qui sont limités par rien. Tu vois. Donc ça, c'est important. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et en fait, souvent, tu entends des citations, c'est un peu bateau que tu entends partout, mais c'est le truc le plus vrai, quoi. Donc, entourez-vous bien. Et je pense, ne courez pas après l'argent, courez plutôt après la vision. Et tu vois, nous, tout ce qu'on fait, c'est dans cette vision que je t'ai partagée, de faire en sorte de développer les entrepreneurs en France, etc. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Mais je pense que c'est beaucoup plus puissant parce qu'indirectement, on va mettre en place les actions pour quelque chose qui a du sens. Et l'argent, au final, tu te rends compte que tu as l'impression sur le papier que ça va changer ta vie. Alors oui, ça la change, mais je pense petit à petit. Et tu sais, c'est pas parce que tu passes le cap des 10 000, après c'est les 100 000 € par mois, tu sais, après tu vas faire tant, etc. que, en tout cas, moi, j'ai vu aucune diff. Ça n'a rien changé dans ma vie, j'ai toujours fait la même chose, je me lève tous les matins, on a pris un bureau maintenant, mais pour aller au bureau travailler, tu vois. Donc courez après la vision, et la vision ça vous fera tenir, alors que l'argent, dès que tu as un petit truc, et si c'est pas suffisamment important pour toi, tu lâcheras très vite. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Mathis, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, même si je mettrai, j'ai l'habitude de mettre les liens de tous les réseaux de mes invités, mais je crois que tu es assez présent, Instagram. Je suis partout. Enfin, j'essaye d'être de plus en plus de partout pour justement véhiculer ce message-là. Donc Insta principalement, je suis sur YouTube, LinkedIn, un peu de partout. Mais je pense que Insta, c'est le principal. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à la fois pour organiser des events, tu vois, qui vont dans le sens de ce qu'on fait, et si on peut leur donner des conseils avec plaisir, parce que du coup on organise des petits trucs, je parlais dans l'optique de rencontre, ou des gens qui sont sur Lyon, ou s'il y en a qui veulent échanger, me demander des conseils avec grand plaisir, mais Insta et un peu de partout, quoi. Vous tapez Mathis Pupo et
Et on te trouvera. En tout cas, merci à toi hein, pour ce podcast. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec toi. Trop cool. Et puis moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et une prochaine vidéo.